Présente. Gaden Xavier. Présent. Béja Julien. Présent. Et Chevalier Audrey. Excusez, on a envoyé son pouvoir. Il me faudrait un ou une secrétaire de séance. J'en ai plusieurs. Je vous propose Jackie Di Carlo en tant que secrétaire de séance. Je le passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Monsieur Di Carlo est donc secrétaire de séance. Nous allons passer au vote du compte-rendu du 1er juin 2026. Y a-t-il des observations, des questions? Monsieur Pescarmona. Ça marche. Au sujet des 11 amendements que nous avions déposés concernant le règlement intérieur, nous vous demandons de reprendre exactement nos propos et de les inclure dans le PV, à savoir votre refus par 2 fois de la création d'une commission pour travailler ensemble sur le sujet, pour arriver à un compromis satisfaisant qui nous aurait permis de bien fonctionner, la méthode que nous avons utilisée pour construire ces 11 amendements, l'analyse détaillée du document produit par vos soins, la recherche de jurisprudence applicable à chacun des articles et des propositions d'articles amendés et juridiquement conformes aux jurisprudences de la justice administrative française. Et troisièmement, l'ajout de l'intégralité du descriptif de nos 11 amendements. Vous l'avez fait que pour l'article 4, et curieusement, les jurisprudences invoquées pour les articles 7, questions orales, et article 9, publicité des séances, n'ont pas été retranscrites. Donc nous vous demandons de les rajouter dans ce compte-rendu, s'il vous plaît. Je crois que ce compte-rendu est très complet, il n'est pas exhaustif. C'est clair, mais il est déjà extrêmement complet. Pour ceux qui le souhaitent, c'est enregistré sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir et écouter la totalité. Ils auront l'ensemble du conseil municipal en ligne, il me semble que vous l'avez fait. Donc on ne changera rien sur ce PV. S'il vous plaît. Attendez, je n'ai pas terminé. Pardon, allez-y. Bien. On ne changera rien sur ce PV, qui est complètement... qui retransmet exactement tout. Alors sinon, on pourrait aussi expliquer que vous avez plagié le règlement intérieur de Saint-Herblain. On peut le marquer que c'est vous qui l'avez appelé. Je pense que le maire va être content. Monsieur Pescarmona. Alors, ces documents s'inspirent très largement de ce que fait l'AMF. Ce sont des données qui sont en ligne et s'appuyer sur des choses qui existent déjà, c'est ce qu'on appelle faire de la veille réglementaire, qui permet de capitaliser sur tout ce qui est partagé entre collectivités à partir de documents publics. Ça prend du temps, c'est chronophage, mais par contre, on s'aperçoit qu'à partir de l'intelligence collective qui existe ailleurs, ça permet d'arriver à des résultats intéressants. Donc, et pour revenir en complément sur le fait que vous ne souhaitez pas modifier le compte-rendu, je vous rappelle que différentes jurisprudences précisent que le PV doit refléter exactement les positions exprimées. Nous avons exprimé une position claire là-dessus, y compris donc celle de l'opposition, en l'occurrence nous, et nous vous demandons de les inclure dedans. Merci. Bien, merci. Y a-t-il d'autres observations? Je n'en vois pas, donc je passe ce procès-verbal au vote. Y a-t-il des contre? Donc 6 contre. Y a-t-il des abstentions? Le règlement est adopté à la majorité. Monsieur Cavalier me demande de prendre la parole avant de commencer le conseil. Je vais lui laisser la parole. Monsieur Cavalier, à vous. Merci, monsieur le maire. Lors de la précédente réunion du conseil municipal, le 1er juin 2026, j'ai demandé l'interruption d'enregistrement audiovisuel de la séance afin de ne pas porter atteinte à mon droit à l'image en tant que fonctionnaire territorial placé aux côtés de monsieur le maire. Je n'avais pas donné mon consentement préalable pour être filmé, vous avez passé outre. J'en prends acte. Monsieur Pescarmona avait reconnu l'existence de mon droit à l'image en indiquant que le plan filmé serré sur ma personne ne pouvait se faire sans mon accord. Par contre, il avait expressément ajouté que les plans larges filmés étaient autorisés
et que je ne serai pas identifiable. Sur la vidéo de la séance postée le 18 juin 2026 sur le réseau YouTube, je suis clairement identifiable dès les premières minutes, ma fonction étant même citée en commentaire. J'en prends acte également. Un nouvel enregistrement ayant lieu ce soir, avec du matériel d'ailleurs renforcé. Je demande, pour toute diffusion en direct ou ultérieure de la vidéo, le floutage de mon visage et qu'il ne soit pas fait mention de mes prénoms et noms. Espérant un minimum de respect de votre part, je vous en remercie. Merci, Monsieur Cavalier. Je vais veiller à que cela soit appliqué. À défaut, une plainte sera déposée à l'encontre de Perspective Châtillon. Nous passons au rapport numéro 1, règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2026-2032, modification de l'article 7, question orale. Après un échange téléphonique avec les services concernés de la préfecture de l'Ain, la préfecture de l'Ain a demandé la modification de l'article 7 du règlement intérieur du Conseil municipal 2026-2032, adopté le 1er juin 2026. Cet article prévoit actuellement que les questions orales des conseillers municipaux exposées en séance sont adressées au maire au moins 5 jours francs avant la séance. Le Code général des collectivités territoriales n'en fixant pas de délai, la préfecture cite un arrêté de la Cour d'administration d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2020 qui a considéré qu'il s'agissant de la commune d'Albi, où un délai de 5 jours francs avait été prévu par le règlement intérieur, que cet allongement de délai porte atteinte au droit d'expression des élus non justifiés par des contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. Je vous propose de réapprouver le règlement intérieur en modifiant l'article 7 comme suit. Article 7. Question orale. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires courantes de la commune. Les questions orales sont adressées au maire au moins 2 jours francs avant la séance. Elles sont examinées en fin de séance après épuisement de l'ordre du jour, sauf décision contraire du maire pour la bonne organisation des débats. Le temps global consacré aux questions orales est fixé à 30 minutes par séance, sauf décision contraire du conseil municipal. Chaque question est exposée en 2 minutes maximum. La réponse du maire ou des élus compétents ne peut excéder 5 minutes, sauf nécessité particulière. Les questions orales ne donnent pas lieu à un vote, sauf inscription régulière d'une affaire à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Lorsque la question nécessite une recherche approfondie, une expertise ou la consultation de tiers, le délai de réponse peut être porté à 5 jours calendaires à compter de la date de réception de la question. La réponse est alors adressée aux conseillers municipaux par messagerie électronique. Voilà, donc c'est la modification de cet article qui a été vu avec la préfecture et rédigé avec eux. Y a-t-il des questions, des modifications, des observations? Monsieur Pescarmona. Merci, Monsieur le maire. Je vais vous rappeler quelques-uns de vos propos tenus lors du dernier conseil en préambule à l'adoption du règlement intérieur 2026-2032. Vous avez déclaré vouloir adopter un RI juridiquement à jour, créer un article spécifique sur les questions orales et remercier l'ensemble des conseillers municipaux qui ont apporté leurs éléments à M. Cavalier, qui a fait un travail de synthèse et de simplification. Donc M. Cavalier, dans ce cas-là, sur la vidéo, a été cité par vos soins. Simplification ne signifie pas non-respect des textes. Qu'on soit une grosse ou une petite ville comme Châtillon-sur-Chalaronne, la loi, c'est la loi, et c'est la même pour tous. Vous avez maintes fois évoqué la compétence et la maîtrise des aspects juridiques par votre équipe et les élus de votre groupe. Le rejet de l'article 7 par la préfecture, car il s'agit d'un rejet, vient balayer votre argumentation. Notre amendement était bien fondé. J'ai pas fini, je poursuis. Voilà. Hop. Le soir de l'élection, vous avez déclaré « Nous arriverons sans nul doute, avec l'autre équipe, à travailler sur de beaux projets. Nous en sommes bien loin. Je veux m'adresser maintenant à l'ensemble, à vous, mesdames et messieurs, les 22 élus du groupe Bien Vivre Ensemble.
Lors de la lecture de nos amendements, nous avons constaté, une fois encore, votre passivité. Pas de questions, pas de débat, alors que vous étiez censé connaître le sujet. Juste un vote à l'unisson de rejet systématique. Est-ce là votre conception du rôle d'élu? Quelle image pensez-vous renvoyer à nos concitoyens qui regardent les vidéos du conseil municipal? Nous avons déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon pour contester le nouveau RE. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, dans l'attente de la réponse du TA, de voter ce soir. Eh bien, très bien, attention. Alors, oui, effectivement, je souhaitais travailler avec vous, mais enfin, quand je vois votre attitude sur les réseaux sociaux de diffamation, je prends bien le mot diffamation, vis-à-vis du maire de Châtillon et de suspicion vis-à-vis d'une équipe. Vous venez de le faire à l'instant, en supposant que toute l'équipe me suit comme des moutons de Panurge. C'est grave ce que vous venez de dire, monsieur Escarmenant, c'est grave ce que vous venez de dire, toute l'équipe. On note, on inscrit. Bien. Nous allons passer au vote, on inscrit. Laissez-moi terminer, c'est fini, on va passer au vote. On vous a laissé la parole, vous avez posé votre question, vous vous êtes exprimé. Je n'ai pas parlé de moutons de Panurge. C'est vous qui le dites. Mais je pense que c'est enregistré, là vous avez toutes les sources. Bien. Ce règlement, alors je vous rappellerai que ce n'est pas une injonction de la préfecture, puisque nous n'avons aucun courrier de la préfecture. C'est juste un appel téléphonique en disant, plutôt que de perdre du temps au tribunal, des choses comme ça, modifiez-le et vous gagnerez du temps sur le sujet. D'ailleurs, à propos de temps gagné, le SDIS vous remercie aussi, mais je vous en reparlerai après. Nous allons donc passer au vote de ce rapport numéro 1. Nous voyons d'autres questions. Donc, vous abstenez. Il y a 6 abstentions. Oui. Donc, ça veut dire que vous ne prenez pas part au vote. On est d'accord? Et donc, eh bien, le nouveau règlement est adopté à la majorité. Je vous en remercie. C'est même pas la majorité, c'est à l'unanimité. Merci pour cette unanimité, pour ce nouveau règlement. Nous allons passer au rapport numéro 2, participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement du groupe scolaire commerçant pour l'année scolaire 2025-2026. Et c'est Annie Robin qui va nous en parler. Bonsoir à tous. Donc, chaque année, un certain nombre d'enfants domiciliés hors de Châtillon-sur-Chalaronne sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques du groupe scolaire commerçant. Ces inscriptions entraînent une participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement de l'établissement. Pour cela, les inscriptions doivent correspondre à l'une des 3 situations suivantes. Accord de la commune de résidence pour une participation aux frais de scolarité sous réserve des capacités d'accueil. Absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ou le regroupement pédagogique quand il existe. Cette notion de capacité d'accueil est applicable aux classes spécialisées vers lesquelles sont orientés certains enfants. Situation correspondante à l'un des 3 cas dérogatoires prévus par le décret 86-425 du 12 mars 86, pour lesquels l'inscription est possible sans l'accord préalable du maire de la commune de résidence, à savoir activité professionnelle des parents ne leur permettant pas de s'occuper des enfants avant et après les heures d'école, ainsi qu'à l'heure du déjeuner, et l'absence de services de garde périscolaire et de cantine dans la commune de résidence. Raison médicale, inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement de la même commune, sous réserve qu'elle soit elle-même justifiée par l'un des cas dérogatoires. Le coût par élève est calculé en divisant l'ensemble des charges de fonctionnement des 2 écoles publiques par le nombre total d'élèves scolarisés à la date de la rentrée scolaire. Pour l'année scolaire 2023-2024, les frais de scolarité s'élevaient à 747,41 € par élève. Les frais de scolarité 2024-2025 s'élèvent quant à eux à 735,03 € par élève. Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux de fixer le montant de la participation des communes extérieures aux frais de scolarité des écoles primaires à 734,52 € par élève pour l'année scolaire 2025-2026. Le détail des calculs est le suivant. Vous avez le détail qui fait une moyenne à 734,52 €.
Sur la première ligne, c'est ADSEM et agent d'entretien des locaux. Merci, Madame Annie Robin. Y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas, donc c'est ce qui va être... voici l'arrivée de Marion Fontaine-Richelieu. Donc ce montant sera facturé aux communes dont les parents résident avec l'enfant. Je vous rappelle que certaines communes ne veulent pas payer quand elles ont des enfants sur la commune de Châtillon. Il y en a peut-être un même qui est dehors, au soleil. Nous allons donc passer au vote de ce rapport numéro 2. Des abstentions, des contre. Ce rapport numéro 2 est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 3, participation communale 2025-2026 aux frais de fonctionnement de l'OGEC Saint-Charles sous contrat d'association. Et c'est Annie Robin qui vous en parle. Donc, vous aviez en pièce jointe la convention commune OGEC Saint-Charles pour 2024-2027. L'article R442-44 du Code de l'éducation, modifié par le décret 2019-1555 du 30 décembre 2019, stipule: en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes au personnel enseignant rémunéré directement par l'État. Les collectivités doivent donc verser aux établissements privés un forfait communal égal au coût de fonctionnement constaté dans les établissements publics. Donc, conformément à la convention 2024-2027 de versement du forfait communal à l'OGEC Saint-Charles du 4 novembre 2024, Monsieur le maire demande au conseil municipal de fixer le montant de la participation financière communale aux frais de fonctionnement des écoles privées du primaire à 734,52 € par élève pour l'année scolaire 2025-2026, le montant total s'élevant à 47 009,28 € pour 64 élèves châtillonnais. Merci Madame Robin. Y a-t-il des observations, des remarques sur ce rapport numéro 3? Je n'en vois pas. Je passe ce rapport au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Ce rapport numéro 3 est à la majorité absolue. Merci. Rapport numéro 4. Approbation des tarifs pour les fournitures scolaires aux écoles maternelles et élémentaires de l'année 2026-2027. Et c'est encore Annie Robin qui va nous en parler. Alors, Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux d'adopter les tarifs 2026-2027 sans augmentation par rapport à ceux de 2025-2026, à savoir 66,50 € par élève à l'école primaire et maternelle, et 108,10 € pour la classe d'intégration Ulysse et pour les enfants de l'UEMA. Quelque chose de très classique chaque année, qui permet d'équiper nos élèves de l'école commerçants, du groupe commerçant. Y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je passe au rapport numéro 4 au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Rapport numéro 5, réactualisation des tarifs du centre Aquadome au 1er septembre 2026. Et c'est notre adjoint aux finances qui nous en parle, Thierry Morin. Bonsoir à tous. Le contrat de délégation de service public pour la gestion d'Aquadome, signé le 1er juillet 2022 avec le groupe Equalia, prévoit une indexation de la grille tarifaire en fonction de l'évolution des charges salariales, des coûts du gaz, de l'eau et de l'électricité et d'autres charges diverses. Le calcul effectué le 8 juin 2026 fait apparaître une légère baisse de l'indice en révision comme suit. Donc le coefficient de révision pour 2025 était de 1,164316. Pour 2026, il est de 1,1301. Pour rappel, l'an dernier, l'indice de révision applicable était de 2%.
Au vu de ces éléments, Monsieur le maire nous propose d'approuver le maintien des tarifs d'Aquadombe à compter du 1er septembre 2026 comme suit. Donc vous avez le détail derrière, je ne vais pas vous le passer en détail, hein, vous avez l'ensemble des tarifs pour Equalia. Merci Monsieur Morin. Oui, effectivement, le rapport numéro 5, c'est chaque année pour la réévaluation des tarifs de notre piscine municipale Aquadombe. Je dirais plutôt une belle surprise cette année, une bonne surprise. On ne va pas impacter les coûts supplémentaires. Donc, ça sera plutôt bien pour les familles châtillonnaises qui auront à peu près le même tarif que précédemment. Mais nous devons noter quand même, y a-t-il des questions, des observations? Madame Brunet. Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc, nous avons bien pris note effectivement des propositions de tarifs avec une baisse sensible grâce à cet indice de révision. Donc ça va dans le bon sens et nous le saluons. Ceci étant dit, nous avons tout de même des questionnements sur certains points très précis et potentiellement aussi des propositions à vous faire. Même si nous avons bien compris que cette grille est inscrite dans le cadre du contrat. En effet, dans un contexte d'explosion du coût des carburants, de nombreuses familles modestes renoncent à leurs vacances d'été, ou bien y raccourcissent. Les parents et les enfants se tournent naturellement alors vers les piscines de proximité pour compenser ces renoncements. Mais malheureusement, pendant les vacances scolaires, les tarifs de notre piscine ne permettent pas aux plus modestes une venue quotidienne, car malgré tout, ils restent élevés. Par exemple, pour un adulte qui viendrait à la piscine avec ses 2 enfants de moins de 12 ans, c'est 19,75 € par jour avec une sortie définitive. Donc il ne pourrait pas rentrer à la maison, déjeuner et revenir, ça le ferait payer 2 fois. Juste pour information, c'est environ un tout petit peu plus de 10% plus cher qu'à Villars-les-Dents. A l'inverse, nous saluons pour le forfait semaine campeur un tarif qui semble effectivement très intéressant de 19,80 € pour 7 jours. Donc c'est 2,80 € par jour sans sortie définitive, donc là les usagers peuvent entrer et sortir librement. Mais du coup nous nous interrogeons sur cette disparité dans les tarifs qui semble quand même relativement importante et du coup la différence de traitement entre les 2 types d'usagers. De plus, nous vivons actuellement la 3e vague de chaleur exceptionnelle de l'année 2026 et l'été ne fait que commencer. Ainsi, afin de pouvoir soulager les habitantes et les habitants qui souffrent le plus de cette canicule, nous proposons d'assurer la gratuité de la piscine lors des épisodes de canicule, par exemple pour les niveaux d'alerte orange ou rouge, comme nous l'avons déjà vécu, et en direction bien sûr des Châtillonnais, notamment les enfants, les adolescents, les situations de handicap ou les seniors. Cela serait un geste bienvenu et nécessaire en direction de la jeunesse, des personnes les plus fragiles et des plus modestes. Par ailleurs, nous avons bien noté l'action d'ouverture de la salle Montpensier pendant ces épisodes de canicule et nous le saluons. Cependant, nous estimons que Châtillon-sur-Chalaronne peut faire encore mieux et nous souhaitons vous proposer des actions complémentaires pour préserver les personnes qui en ont le plus besoin et qui pourraient s'inscrire dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Celle-ci n'entraînerait pas forcément de coûts significatifs pour la commune, mais pourrait bénéficier au plus grand nombre. Vu l'urgence de la situation, puisque nous sommes en plein dedans, nous sommes ouverts à travailler immédiatement sur la question avec vous au sein d'une commission ad hoc et vous apporter donc des propositions concrètes. Rappelons juste que selon Santé publique France, cette année nous devons malheureusement dénombrer plus de 2000 morts lors de ce dernier épisode caniculaire, dont un nombre non négligeable malheureusement de personnes âgées qui sont décédées seules chez elles. Je vous remercie. Bien. Alors le dernier sujet est hors sujet, hein. Il ne correspond pas tout à fait à ce sujet-là. On parlait des tarifs de la piscine. Justement, on a souhaité ne pas augmenter pour permettre à chacun de bénéficier avec un abonnement de la piscine. Il y a aussi des quotas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter plus d'un certain nombre dans la piscine. Si vous y allez en ce moment, vous verrez qu'il y a même des blocages, puisqu'on ne peut pas accueillir plus de 900 personnes au même moment, je crois, en mémoire, et il y a de l'attente à l'extérieur. Il faut attendre que les gens partent, d'autres rentrent. Donc on ne peut pas faire la gratuité, parce que ça ferait un appel d'air, mais ça ferait encore plus de gens dehors au plein soleil que de gens qu'on pourrait accueillir correctement.
Mais on verra qu'on sera en rouge si on fait évoluer les choses. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'est pas en rouge, on est en jaune. Donc, pour le reste, vous en parlerez en commission adéquate au bon moment. Rassurez-vous, la commune agit pour la canicule. On appelle les personnes âgées très régulièrement par téléphone. Les services ici sont mobilisés, ainsi que mes adjoints et mon CCAS qui passent des coups de fil, je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin, pour savoir si les personnes vont bien. Donc, s'il y a une difficulté, on agit, on se rend même sur place. On a plus de 200 personnes inscrites sur les registres qui sont inscrits. On agit, la salle Montpensier est ouverte tous les jours de la semaine, le dimanche compris, et c'est encore un élu qui vient la fermer les week-ends et l'ouvrir les week-ends. Et là, j'en remercie publiquement, entre autres, Sylvie Bieljoux, qui vient ouvrir le matin et vient fermer le dimanche soir. Voilà. Donc c'est quand même important, c'est fait. Nous répondons à ces demandes. Il n'y a pas tant de personnes âgées isolées à Châtillon. On a encore de la chance d'avoir un tissu associatif très fort et un tissu familial relativement fort. Il y a quelques personnes isolées. Nous les connaissons, nous les avons recensées et nous travaillons pour qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, à la dernière canicule, nous n'avons eu aucune difficulté particulière. Je vous propose donc de passer ce rapport numéro 5. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Pescarmana. Merci pour tout ce que vous faites pour les personnes âgées. J'en suis conscient puisque mes parents sont concernés. Par contre, dans la question que nous avons posée, il s'agissait de la jeunesse. Vous parlez d'appel d'air si on baisse les tarifs. Je l'entends, ça peut être une conséquence. Mais quel est le risque par rapport à ça? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir à destination de cette jeunesse? Pourquoi avoir peur d'un appel d'air alors qu'il y a des gens qui en ont besoin? Peut-être qu'ici, autour de cette table, plusieurs élus ont des piscines. Voilà. Donc pourquoi ne pas favoriser cette jeunesse? Ce que vous faites pour les personnes âgées, c'est très bien, mais parlons aussi de la jeunesse défavorisée, parce que ça existe. Merci. Bien, si vous avez une piscine, je vous propose qu'on a le touche chez vous. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas écouté en fait. J'ai dit que si on passait en rouge, on étudierait la question. Mais pour l'instant, on n'est pas en rouge, on est en jaune. Donc pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les tarifs. Donc on ne va pas passer sur un autre sujet. J'ai bien répondu à cette question il y a quelques instants, vous n'avez pas écouté, monsieur Pescarmona. Et si vous avez une piscine, je suis prêt à faire un appel pour que les gens aillent chez vous, si vous le souhaitez. C'est possible. Je n'ai Moi, pas j'ai pas de piscine. piscine, j'ai pas de chance. Je n'ai pas de piscine. Ah ben voilà. Donc le problème est réglé. Nous passons donc au vote du rapport numéro 5. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 6. École de musique municipale. Suppression de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique. 5,75e sur 20. Et création de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal. Deuxième classe, 5,75 sur 20 au 1er septembre 2026. Et c'est M. Philippe Leroux qui nous en parle. Bonsoir à tous. La professeure de violon de l'école de musique municipale a été admise au concours externe du cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe par le jury du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône le 5 mai 2026. Afin d'assurer sa nomination sur ce nouveau grade au 1er septembre 2026, Monsieur le maire vous demande de supprimer l'emploi d'assistant d'enseignement artistique et de créer l'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. Le temps de travail hebdomadaire dans la collectivité étant conservé à 5,75 vingtièmes. Merci Monsieur Perrault. Effectivement, c'est juste une évolution de grade. Y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je passe ce rapport numéro 6 au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous restons toujours dans le domaine du personnel. Rapport numéro 7. Ça concerne les services techniques. C'est la création d'un emploi pour accroissement temporaire d'activité. 35-35e du 1er au 31 juillet. Ce sont des travaux de peinture. M. Perrault va vous en parler.
L'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois. Considérant que des travaux divers de peinture sur le patrimoine immobilier, notamment sur la grille de l'école, le portail du centre technique, et des biens mobiliers, arceaux à vélo, des bancs, peuvent être assurés en régie via le recrutement d'un agent technique pendant une durée de 1 mois. Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux de créer un emploi pour l'accroissement temporaire d'activité au service technique comme suit. Emploi de catégorie C, agent technique polyvalent, service pôle technique, service technique environnement, quotité hebdomadaire 35/35e, rémunération échelle indiciaire des adjoints techniques IM 367, et pour une durée du 1er au 31 juillet 2026. Merci Monsieur Perrault. Y a-t-il des questions ou observations sur ce rapport numéro 7? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Rapport adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 8, suppression de la zone d'aménagement concerté, autrement dit ZAC, de Malatray et la préparation d'une nouvelle opération d'urbanisation. C'est Stéphane Leduc, en charge de l'urbanisme, qui va nous en parler. Bonsoir. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui est écrit et dans le PV, la note explicative de synthèse de ce conseil, et dans la note que vous avez reçue en préambule. Il faut savoir que pour l'instant, la ZAC de Malatray, c'est un dossier très complexe qui est à l'arrêt pour l'instant, tellement il est complexe. Et surtout, il ne correspond plus du tout aux prochaines attentes urbanistiques, et notamment aux contraintes qui vont être imposées, qui sont imposées déjà en fait, par la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette, qui vont se transcrire très rapidement dans des contraintes du schéma de cohérence territoriale de la DOM, du SCOT, et qui vont elles-mêmes être transcrites dans des contraintes au regard du plan local d'urbanisme. Donc pour l'instant, en fait, il est surtout urgent de repartir sur un dossier propre, pas une page vierge, mais un dossier propre, de manière à bloquer déjà cette zone-là et éviter toute tentative d'aménagement qui pourrait arriver, et ensuite de réfléchir exactement à ce qu'on pourra faire de cette zone au regard surtout des hectares qui nous resteront possiblement à aménager, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Donc pour l'instant, la ZAC, elle faisait 11 hectares et demi. On propose en tout cas de supprimer cette ZAC et ensuite de repartir sur une nouvelle ZAC avec une zone pour l'instant étendue, mais bien évidemment qui ne sera pas du tout cette zone à aménager. Voilà. On n'aura pas du tout ça, mais au moins on bloque tout ça de manière à réfléchir non pas à la création d'un Xème lotissement, mais à la création réellement d'un quartier intégré vers le centre-ville, vers les commerces comme Intermarché, Monsieur Bricolage, etc. Et avec une réflexion vraiment globale sur l'aménagement de cette partie de territoire, et pas juste comme un nouveau lotissement avec des maisons les unes à côté des autres. On veut à tout prix éviter, voilà, je vais citer une commune, c'est pas du tout fustiger cette commune-là, mais on veut éviter par exemple ce que tout le monde peut constater en passant, en allant vers Belleville et en constatant ce qui s'est passé à Chanin. On veut absolument pas voir ce genre d'aménagement ici à Châtillon. Donc il est urgent de repartir sur quelque chose de propre. Et ensuite de refaire une nouvelle OAP et de repartir sur un projet global. Projet global qui devra s'inscrire dans la limitation que j'ai évoquée à propos des hectares qui resteront à urbaniser. Pour faire simple, la loi ZAN, elle prévoit à l'horizon 2050 qu'il n'y ait plus un seul mètre carré d'urbanisé sauf en échange de 1 mètre carré rendu à la nature. Et pour l'instant, on en est aux prémices de ça. Et les prémices de ça, c'est on prend ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 sur la totalité de la communauté de communes de la Dombe, on divise par 2
Et ce reste-là, c'est ce qui reste à urbaniser pour 2020 à 2030, et on est déjà en 2026. Autant vous dire qu'il reste déjà plus grand-chose. Et entre 2030 et 2040, on redivisera ça à nouveau par deux, jusqu'à arriver à 0 en 2050. Merci Monsieur le Duc. Oui, effectivement, c'est revoir aussi cette OAP de manière beaucoup plus large, puisqu'on va lancer après des études. Donc on a intégré des habitations qui n'existaient pas forcément en 2007 sur la première ZAC activité. Sera beaucoup moins que maintenant. Actuellement, sur la communauté de communes, sur 36 communes, il reste 29 hectares de constructibles, c'est-à-dire moins d'un hectare par commune légalement constructible. Donc le SCOT va revoir tout ça, va essayer de rebattre les cartes pour partager au mieux gâteau s'il y a, je ne suis pas sûr, mais reconsidérer les différents pôles d'attractivité de cette communauté de communes. C'est un travail qui va mettre entre 4 et 5 ans minimum au niveau du SCOT. Et les PLU devront se mettre en conformité de ce SCOT. Donc il y a un travail qui va se faire aussi en parallèle et ensuite à travers le SCOT pour qu'on soit en conformité et que donc ça veut dire aussi beaucoup moins de terrain à construire et tous ceux qui pensaient un jour avoir des terrains qui deviendraient constructibles, je pense qu'il faut qu'ils oublient. Ça ne sera plus possible. Je te laisse dire. Vas-y Stéphane. Bien, donc pour conclure ce rapport, Monsieur le maire demande au conseil municipal de supprimer la zone d'aménagement concerté de Malatray, dire que le régime de droit commun de la perception de la taxe d'aménagement est rétabli sur ce périmètre, préciser que la présente délibération fera l'objet de publicité et d'informations édictées par l'article R311-5 du Code de l'urbanisme, approuver le lancement des études préalables qui permettront d'arrêter une nouvelle programmation du secteur de Malatray et un parti d'aménagement et de répondre aux enjeux et aux besoins de ce secteur selon le nouveau périmètre délimité, de préciser qu'en application de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme, il pourra être opposé un sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement du secteur de Malatray. Merci Monsieur le Duc. Y a-t-il des questions ou des observations? Jacques Di Carlo. Bonsoir à toutes et à tous, merci Monsieur le maire. Il me semble, si on revient sur la partie SCOT, ZAN, qu'une piste cyclable, ne serait-ce qu'une piste cyclable, grignoterait en fait sur les mètres carrés à bâtir. Si vous voulez bien me confirmer. Alors, on parle de la ZAN là, c'est un petit peu autre chose, c'est pas forcément sur ces zones-là. Du moment où on prélève 1 mètre carré de terrain naturel ou agricole, ça rentre dans le décompte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle de la communauté de communes, il y a 29 hectares qui restent disponibles. Si on prend 1 mètre carré, il devient en déduction de 29 hectares. Donc l'exemple d'une piste cyclable sur laquelle on travaille au niveau de la communauté de communes interroge, puisque ça sera enlevé sur le quota de la commune où sera construite la piste cyclable, qui sera prise sur des terrains agricoles ou naturels. C'est un vrai débat. Je prends un autre exemple, j'étais au département ce matin. Les gens du voyage, l'État ne sait pas répondre. Nous avons l'obligation au niveau de la communauté de communes de créer une zone pour les gens du voyage. Alors c'est d'actualité puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à Chalamont, il y a 200 caravanes qui viennent d'arriver sur les terrains de boule de Chalamont qui accueillent la semaine prochaine la compétition des championnats de France. Donc on pense à eux parce que ça va être simple. Mais pour les gens du voyage, il faut créer au minimum pour la Comcom de la Dombe 25 places de stationnement. Donc on parle de 200 caravanes, obligation 25 places, de 150 mètres carrés minimum par emplacement, avec l'eau, l'électricité, l'éclairage, bien évidemment, l'assainissement, bien évidemment, et les poubelles. C'est-à-dire que le jour où la Comcom va créer cette zone, je ne sais où pour l'instant, puisque vous comprenez bien que nous ne battons pas, ça viendra aussi en déduction de cette
ZAN et des 29 hectares. Donc c'est aussi privé pour nos habitants des surfaces constructibles, ne serait-ce qu'agrandir une maison, dans quelques temps, ça ne sera plus possible. Voilà, c'est deux exemples qu'on vous donne. L'exemple des gens de voyage a été posé à l'État ce matin par moi-même, et l'État pour l'instant est reparti dans sa tour en disant on va réfléchir, effectivement, on n'avait pas pensé à ce sujet-là. Parce que ne serait-ce que 20 emplacements, c'est 3000 m². Vous donne une petite idée. Voilà. C'est juste pour montrer dans quelle situation on est au niveau des terrains. Je pense qu'en France, la plupart des maires et des collectivités ont toujours très été raisonnables sur la construction. Ça va être très compliqué de demander une augmentation des services publics, de l'économie, mais ne pas empiéter sur du terrain supplémentaire pour amener de l'habitat, parce qu'on a aussi nos jeunes à amener. Alors on a le droit de construire sur l'ancien. Châtillon est un peu dans une situation atypique, parce que la majorité de l'ancien est classée, donc on ne peut pas démolir. Digression que je voulais indiquer. Sur ce rapport numéro 8, y a-t-il des questions, des observations? Oui, excusez-moi, je vous avais oublié, monsieur déjà. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Nous voterons bien évidemment favorablement à cette délibération, puisque c'est un projet qu'on avait également dans notre programme de créer un nouveau quartier connecté au centre-ville. Donc ça figure dans notre programme, donc on partage évidemment cette ambition, puisque c'est un projet de ville qui doit répondre aux enjeux de mobilité, de biodiversité, de paysage, de qualité de vie, d'adaptation climatique et bien sûr de sobriété foncière. Et on l'avait effectivement remarqué aussi, la ZAC de Malatray a été conçue à une période qui ne correspond plus à celle qui existe aujourd'hui. Effectivement, la mise à jour doit être faite. Simplement, on pense que ce projet va engager la commune sur plusieurs décennies, donc ça mérite une vision et aussi une gouvernance. Et je voudrais aussi appuyer sur l'importance des centralités, enfin du rôle des centralités, notamment de Châtillon, dans le scope de la communauté de communes. Et on compte sur vous pour défendre ce rôle de l'attractivité de Châtillon et de ne pas juste partager les hectares entre les communes et plutôt de défendre la place de Châtillon au niveau de la communauté de communes. On souhaiterait juste apporter notre contribution au niveau de la gouvernance de ce projet-là pour savoir comment il va être aménagé et peut-être même premièrement déjà ce qu'elle est aujourd'hui l'évolution des besoins en logement de la commune. Est-ce que vous avez déjà ciblé voilà, à quel horizon, à 10 ou 15 ans, combien de logements on voudrait rajouter dans cette zone? Parce que je pense que c'est ça qui doit nous guider pour développer ce quartier-là, puisque ça façonnera quand même durablement Châtillon. Et donc on propose que ce projet-là fasse l'objet d'une gouvernance spécifique avec la commission urbanisme et environnement, pleinement associée en avant, mais je crois que c'est ce qui va être fait avec M. Leduc, avec des points d'étape régulés dans le conseil municipal, qu'on puisse vraiment être informé au fur et à mesure, parce que c'est des sujets quand même compliqués, qui demandent de bien comprendre, et une concertation organisée avec les habitants au moment clé. Voilà. Puisque la réussite de ce projet ne sera pas seulement la qualité de son urbanisme, mais ça dépendra aussi de la manière dont nous le reconstruisons ensemble. Et je pense que c'est l'un des grands projets de Châtillon qu'on peut là faire main dans la main, au-delà de tous les sujets qui nous occupent là depuis ce début de mandat. On a aujourd'hui l'occasion de démontrer qu'à Châtillon, un grand projet peut être conduit autrement, avec une vision, une méthode et un conseil municipal pleinement associé à sa construction. Et c'est cette conception de l'action publique que nous défendons. Merci. Monsieur Leduc va répondre, je pense, en partie au moins. Alors, soyez assurés qu'on va tout faire pour défendre l'attractivité de Châtillon, notamment dans la communauté de communes de la Dombe. On n'a pas attendu, on a déjà commencé, parce que c'est identifié évidemment comme un des 4 pôles principaux de la communauté, avec Villars-Saint-André et Chalamont. Alors, on ne parle même plus de pôle, on parle de bassin de vie maintenant, mais ce bassin de vie-là, oui, évidemment, déjà, on y tient, sinon on ne serait pas là, et deuxièmement, oui, on va le défendre. Alors après, comme l'a évoqué monsieur le maire, chaque commune va se bagarrer pour son demi-hectare de constructible. Alors certaines vont peut-être le laisser au profit d'autres, mais vous imaginez le niveau de négociation qu'il va falloir atteindre pour ça, et puis
le reste, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on va attendre déjà ce que le SCOT va sortir pour voir comment on peut faire. Je vous ai dit, ça va effectivement être très compliqué dans tous les cas. Pour parler techniquement, pour l'instant, sur le PLU, on avait des zones 1AU, 2AU. Déjà, les 2AU, elles ne vont plus exister. Ça sera terminé. Elles ne seront même plus dans la poche du potentiel développement derrière, quoi. Et surtout, il y aura effectivement des vrais choix politiques à faire parce que sur l'hectare qui restera, il va falloir savoir si on fait de l'habitation, de l'équipement ou de l'économie. Mais vraisemblablement, on ne pourra pas tout faire. Et pas partout. Ensuite, il y a effectivement ce point important qui est l'écologie de manière très très globale. C'est pour ça qu'on va effectivement, les premières études qui vont être lancées, c'est aussi les études sur les zones humides de cette zone, parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment idée, en tout cas où on a des idées qui datent de 2008 ou 2012, donc qui seront forcément plus à jour. On a des choses qui sont plus à jour non plus et où on sait déjà que ça va déjà être des dossiers très importants, c'est la capacité de distribution de l'eau potable, et on sait que le château d'eau actuel, il est déjà à la limite. Et donc, il ne pourra pas supporter la création d'un nouveau quartier comme ça. Donc, ça implique énormément de choses. Effectivement, on travaillera au fur et à mesure. Bien évidemment, on ne manquera pas de rendre compte de l'avancée de ces travaux. Bien évidemment, j'émets le vœu pieux qu'on puisse travailler ensemble, si tant est que vous changiez globalement votre équipe de comportement et que vous n'affichiez pas le même comportement que vous affichez depuis début mars, parce que ça ne marche pas et vous vous entêtez à continuer dans ce mode de fonctionnement. Donc, tant que vous continuerez dans ce mode de fonctionnement, je pense qu'en face, on aura le même genre de réponse, les mêmes causes ayant les mêmes effets. Et ensuite, mais je veux témoigner quand même que ça peut se passer différemment, parce que j'ai assisté à des commissions où ça se passait très bien. J'aimerais citer notamment la commission communication où ça s'est très très bien passé, M. Cadet. Donc la preuve en est qu'on peut effectivement discuter avec Mme Chevalier, donc on peut effectivement discuter quand ça se passe bien. Et pour le reste, je laisse le maire conclure. Oui, M. Luc a déjà bien amené les choses. Je voudrais reprendre encore un exemple sur la ZAD pour que ça soit clair pour le public en tous les cas. Un exemple, un nouveau terrain de football, ça rentre dans la calcul aussi. C'est-à-dire qu'il vient en déduction d'un terrain de la construction. Dès qu'on empiète dès qu'on prend un bout de terrain, ça diminue. Alors il a très bien dit, 29 hectares sur l'ensemble de la communauté de communes, 36 communes. Il est très clair, en ayant échangé avec beaucoup de maires, qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul maire nouvellement élu qui veut lâcher ses mètres carrés, ce qui s'entend et ce qui se comprend. Donc l'État a été fort malin sur cet aspect-là en disant je décentralise et ça sera à vous de vous battre. Ce n'est pas l'État qui va imposer, il impose la ZAD, mais la division c'est pour nous, donc ça se passera bien ou pas bien, ça va être très complexe, ça va mettre la durée du mandat. Nous nous battons quand même, et la meilleure preuve, c'est que la dernière zone artisanale et industrielle de la Dombe, c'est la nôtre. Il n'y en aura pas d'autres. Si on arrive à l'obtenir à Châtillon, c'est pas en se battant pas, c'est en se battant pour que ça soit à Châtillon. Donc on peut déjà être content de cet aspect-là. Ça a mis déjà un certain nombre d'années, on en est à notre deuxième mandat pour en arriver là. La future zone, quand c'est qu'elle va commencer à être urbanisée, je vais être très prudent, je pense que ça sera peut-être en fin de mandat. Donc entre-temps, il y aura tout un travail qui sera fait. Aujourd'hui, on a mandaté un écologue qui va regarder s'il y a des papillons et autres fleurs, les zones humides. On va vous faire un rapport complet sur cette 4 saisons, tout à fait. Déjà, une 4 saisons, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est 12 mois. On regarde ce qui se passe au printemps, en hiver, été, etc. et automne. Donc déjà, on a un an d'études pour savoir ce qui se passe sur le terrain. On est déjà en 2027, on n'aura encore pas entamé grand-chose. Le temps sera long sur ce sujet-là. Il y a aussi, effectivement, ça a été très bien dit, le sujet du château d'eau qui sera aussi lancé. Donc les études sont lancées sur un futur château d'eau supplémentaire ou complémentaire selon ce qui sera sorti des études finales. Sur Thierry Morin, petite question. Alors c'est pas une question, c'était juste, je voulais dire, M. Béja, vous comptez sur nous bien sûr pour défendre Châtillon. De notre côté, on compte sur vous aussi pour défendre Châtillon. Opposition à la communauté de communes. Voilà.
Ce serait bien que vous votiez aussi avec nous pour défendre Châtillon. Merci Monsieur Morin. Je passe, s'il n'y a pas d'autres questions, sur le rapport numéro 8 au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 9. C'est la convention triennale 2026-2029 mise à disposition des équipements sportifs de l'Europe au profit du lycée professionnel Georges Charpal, et c'est Thierry Morin qui nous en parle. Depuis l'année scolaire 2009-2010, une convention tripartite renouvelée entre la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée professionnel Georges Charpal fixe les conditions d'utilisation des installations sportives du site de l'Europe. L'utilisation de ces équipements par les lycéens dans le cadre de l'éducation physique et sportive obligatoire est compensée par un remboursement des frais de fonctionnement engagés par la commune selon les tarifs suivants, révisés à la hausse en 2024. Gymnase de l'Europe, 15 € de l'heure. Stade de l'Europe, 5 € de l'heure. Art sportif tennis, 15 € de l'heure. Ainsi, la participation financière de la région s'établit en moyenne à 7 000 € par an. Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux d'approuver la nouvelle convention tripartite de mise à disposition des équipements sportifs de l'Europe au lycée Charpac pour l'année scolaire 2026-2027, renouvelable tacitement 2 fois. Il propose également d'appliquer un maintien des tarifs. Merci Monsieur Morin. Alors, les tarifs, ce n'est pas nous qui les décidons réellement, c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui les définit. Donc en fait, on nous propose fermement d'appliquer les tarifs qu'on vous propose. Donc c'est les tarifs Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez les tarifs, y a-t-il des questions, des observations là-dessus? Je n'en vois pas, donc je passe ce rapport numéro 9 au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 10, convention 2026-2029 de gestion de la résidence Essor avec le département de l'Ain, l'ADMR et Logica. Et c'est Mme Sylvie Viageot qui va nous en parler. Bonsoir à tous. Donc, les programmes Essor proposent aux seniors en perte d'autonomie modérée des logements adaptés, sécurisés, de haut niveau des services, pour favoriser leur autonomie et maintenir le lien social. Les logements à Châtillon, à la maison Essor, sont au nombre de 6. À ce titre, une convention spécifique a été signée entre le département de l'Ain, l'ADMR, porteur du projet, pour une durée de 7 ans. Cette convention encadre les mises en œuvre d'un projet de vie sociale partagée, co-construit avec les habitants et ouvre droit au versement de l'aide de vie partagée, AVP, par le département. Le projet de convention couvre la période 2025-2029 et s'inscrit dans la même temporalité que la convention Habitat Inclusif. La commune de Châtillon-sur-Chalaronne s'engage notamment à assurer l'entretien des espaces extérieurs, considérer le site comme une prioritaire en cas de phénomène climatique extrême, canicule, neige, accepter la rétrocession des équipements mobiliers électroménagers des salles communes et en assurer la maintenance et le renouvellement en cas d'usure et de non-fonctionnement. Assumer la charge financière du règlement de l'eau, du gaz et des fluides relatifs aux éclairages et à la consommation électrique de la salle commune et du patio. Verser à la DMR une subvention correspondant au coût de l'entretien des parties communes, entretien réalisé par l'association, et organiser le comité de pilotage annuel sur le site. Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux d'approuver la convention 2026-2029 relative à la gestion de la maison Essor et de l'autoriser à la signer avec les différents partenaires. Merci Madame Viageot. C'est un renouvellement qui est un petit peu simplifié puisque nos aînés qui sont dans cette maison Essor s'y sentent bien et d'ailleurs ils se sont quasi depuis le début. Ça va faire à peu près 11 ou 12 ans qu'ils sont là-bas. Il y a très peu de renouvellement, si on peut le dire comme cela. Et ils demandent moins d'animation, parce qu'ils avaient trop d'animation, donc le centre social se retire.
parce qu'en fait, toutes les semaines, des animations, des stop, on en a bientôt. Alors finalement, ça arrange bien le centre social et nos aînés qui sont dans cette maison, ça leur convient très bien, bien d'eux, et ils en sont fort satisfaits. Sur ce rapport numéro 10, y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas, je passe donc au vote. Ce rapport numéro 10, y a-t-il des abstentions, des contre? Ce rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 11, réservation au camping municipal du Vieux-Moulin. C'est une convention avec la communauté de communes de la Dombe pour l'utilisation de la plateforme de paiement numérique, et c'est Fabienne Badéfarge qui va nous en parler. Bonsoir à tous. La communauté de communes de la Dombe met à disposition une plateforme numérique qui s'appelle Dombe Connect, permettant les réservations et paiements en ligne par carte bancaire pour le camping municipal Le Vieux-Moulin. Pour ceci, 2 conventions doivent être approuvées. Une première convention d'encaissement et de reversement des recettes et une deuxième convention relative à la protection et à la mise à disposition des données personnelles. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les 2 conventions pour la réservation en ligne des locations du camping municipal et de l'autoriser à les signer avec la communauté de communes de la Dombe. Merci. Merci Fabienne, effectivement c'est une belle avancée, c'est surtout permettre aussi à nos collègues d'autres communes de bénéficier de tout le travail qui a été fait notamment par Fabienne et les équipes de la communauté de communes pour développer cet outil qui nous sera plutôt intéressant puisque ça va intégrer ce qu'on appelle une marque blanche dans notre site internet et sera directement connecté avec le trésor public. Donc quand vous réservez, en fait vous réservez à la commune, mais en fait c'est surtout le trésor public qui voit passer les informations et qui nous les délivre. Donc c'est plutôt intéressant et je pense qu'on va pouvoir l'améliorer et en faire profiter nos collègues élus d'autres communes, voire d'autres Comcom, mais ça c'est un autre débat. Y a-t-il des questions, des observations sur ce outil informatique mis en place? Je n'en vois pas. Je passe au rapport numéro 11 au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Le vote est à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 12. Les décisions du maire, de la Lune. Vous avez en note de synthèse. Alors elle est plutôt sympathique et bucolique. La commune accepte le don de l'ânesse Prune, âgée de 13 ans, et de l'ânan Pampronel, âgé de 7 mois, respectivement, de type Bourbonnais Poids de Vin, appartenant à Madame Marilyn Ravou-Vaudrey, qui nous en fait don. Je vous rappelle qu'on les avait accueillis pour faire de l'éco-pâturage, et cette dame déménage, et nous propose qu'on les garde, tout simplement, et on va les garder, puisque on est très heureux de les avoir accueillis à Châtillon, et ça fait le bonheur des hommes, mais surtout des petits qui le voient régulièrement gambader sous la petite année. Donc ça, c'est une information importante. Nous passons donc... oui, monsieur Béja. Oui, je voulais juste intervenir sur cette décision. C'est pas pour remettre en cause l'intention qui est très bonne, qui est très positive. Mais bon, je connais bien ce que c'est d'être propriétaire d'équidés. Et juste, je voulais savoir si avant d'accepter le don, puisque c'est quand même une sacrée responsabilité d'avoir des animaux, est-ce que c'était quoi l'objectif poursuivi déjà? Je pense que c'est poursuivre ce qui est fait exactement maintenant, mais qui va faire le suivi quotidien? Enfin, est-ce que vous avez vu ces questions-là? Qui va faire le suivi quotidien? Qui va être responsable le week-end, les jours fériés, etc. Comment s'organiser l'hébergement en période hivernale? Parce qu'en zone humide pour les ânes, en période d'hiver, pour moi, c'est pas l'idéal. L'alimentation, les soins vétérinaires, etc. Enfin, voilà, si vous pouvez juste nous éclairer sur ce point-là. Parce que je pense que c'est vraiment une responsabilité et vous savez bien aussi qu'on peut parler de bien-être animal, etc. Donc autant qu'on soit irréprochable tout de suite avant qu'il y ait des remarques désobligeantes qui puissent arriver, alors que c'est un bon projet, je pense. Voilà. Merci. Alors rassurez-vous, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait à la légère quand même, puisque les questions sont posées. Et nous avons la chance d'avoir dans les services techniques des personnes qui sont aussi agriculteurs et éleveurs, et qui se sont d'emblée proposés de s'en occuper. Ils viennent
les week-ends, fin de journée, ravitaillés, etc. Et il y a une astreinte qui est mise en place. Les soins vétérinaires, c'est des soins vétérinaires, ça les vétérinaires géreront si besoin d'aide, sachant que les services techniques, les personnes en question étaient prêtes aussi à les récupérer. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est, ce sont deux personnes très attachées, je peux le dire comme cela, très attachées à mon animal, ils s'en occupent vraiment bien. Et c'est essentiellement de l'éco-pâturage qu'on fait faire, ça fait, je pense, une démarche intéressante, on a testé, ça fonctionne. On avait un an navette, mais il était beaucoup trop vieux l'année précédente. Mais il a pris le temps de faire quand même s'occuper de madame. Donc on est le droit à une année. Voilà, donc il n'y a pas de vote, hein, de toute façon, c'est juste une information là-dessus, et on leur souhaite de s'épanouir à Châtillon sous Charleroi. Nous passons au rapport numéro 13. Vous avez pris le temps de lire les déclarations d'intention d'aliéner. Il y a toujours autant de biens à vendre sur la commune. À des prix toujours, alors je ne sais pas si vous aviez dit, j'ai pas vérifié, mais à des prix quand même toujours très importants. Donc l'immobilier à Châtillon ne faiblit pas. Donc ça devient quand même très compliqué. Et puis maintenant que les terrains deviennent de plus en plus rares, ça ne va pas faire baisser la construction. Nous allons passer à d'autres informations, notamment à des réponses à des questions qui ont été déposées. Avant de répondre, je souhaite faire une mise au point. Le droit de l'opposition à poser des questions est parfaitement légitime. En revanche, je juge répréhensible la méthode qui consiste à multiplier les insinuations, les accusations, les saisines extérieures sans apporter de propositions utiles pour Châtillon sur Charleroi. La meilleure preuve, ça fait à peine 4 mois, nous en est déjà au tribunal. C'est des bonnes bases de travail. Depuis 4 mois, cette opposition n'a présenté aucun projet concret pour faire avancer la commune. Elle mobilise en revanche les agents de la préfecture, le SDIS, puisque il y en a qui confondent cette salle en ERP et un bâtiment en ERP, mais enfin, ça a fait sourire le SDIS puisqu'ils m'ont appelé et mis en copie du courrier qui vous a été adressé. Les différents services sur des polémiques souvent fondées sur une inconnaissance approximative des dossiers. Nos agents sont là pour servir les habitants et construire l'avenir de la ville, pas pour répondre en permanence à des procès d'intention. Nous espérons donc une dernière fois, avec des faits, avec le droit, et je le dis clairement, nous ne laisserons pas le conseil municipal devenir un tribunal politique permanent destiné à salir l'action de la commune et de ses élus. La majorité agit, l'opposition soupçonne, les Châtillonnais jugeront. Nous allons donc passer aux questions écrites. Nous allons passer d'abord aux questions de M. Xavier Gadel. Alors, j'ai vu qu'il y avait un micro. J'ai vu qu'on vous indiquiez 3 questions. Alors, vous êtes trompé sur le nombre de questions, je vais rectifier. Le conseil municipal d'ici juillet, question orale sur la mise à disposition du site du vieux château pour un événement privé. Alors, une question, c'est avec un S quand il y a 4 questions. Je dis non, je ne vous laisse pas, là c'est moi qui parle. Donc vous attendrez la fin, éventuellement. Non. C'est un point de règlement. Au-delà de cette nuisance. Alors je vais lire la question de M. Gadet. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, un événement organisé sur le site du vieux château a généré d'importantes nuisances pour les riverains avec de la musique à un niveau sonore particulièrement élevé qui a résonné dans toute la commune jusqu'à 4h30 du matin. De nombreux appels à la gendarmerie ont nécessité plusieurs interventions. Au-delà de ces nuisances, cet événement interroge sur les conditions dans lesquelles ce site patrimonial situé au cœur de la ville a été mis à disposition pour une manifestation privée de cette ampleur. Par ailleurs, plusieurs associations châtillonnaises se sont vues refuser ces dernières années l'accès au vieux château pour des raisons de sécurité ou de préservation du site. Nous souhaitons donc savoir pour quelles raisons le vieux château a été autorisé à accueillir cet événement privé. Quelles mesures avaient été prévues pour prévenir les nuisances sonores et garantir le respect de la tranquillité des riverains?
Et enfin, pourquoi les contraintes de sécurité et de préservation de ce site qui ont conduit à refuser l'accès à certaines associations ne semblent pas avoir été appliquées dans ce cas précis? Je vais donner la parole à Madame Sylvie Biajou qui va vous faire une réponse. Madame Biajou. Monsieur Galen, une nouvelle fois, votre courrier transforme un incident exceptionnel en procès d'intention générale. Le caractère privé d'un événement n'interdit absolument pas à une commune d'autoriser ponctuellement l'utilisation du site municipal. Une occupation particulière du domaine public peut être autorisée par un titre temporaire et assortie de conditions précises. Le vieux château n'a pas été mis à disposition de manière informelle. Il a fait l'objet d'une location régulière de 4 jours, conformément aux tarifs votés par le conseil municipal en 2025. Cette location temporaire était encadrée par une convention de location temporaire précisant les droits, les obligations, les responsabilités de chacune des parties, notamment en matière de sécurité, de protection du site, de tranquillité publique et de respect des horaires. Malheureusement, certaines de ces obligations n'ont pas été respectées par le locataire. La diffusion de musique aurait dû cesser beaucoup plus tôt, selon des horaires comparables à ceux imposés aux établissements de type bar-restaurant diffusant de la musique à Châtillon-sur-Chalaronne. Face aux nuisances constatées, Monsieur le maire est intervenu à 3h30 du matin le dimanche. Il a demandé avec la plus grande insistance aux organisateurs de mettre immédiatement fin à la musique. Dans un contexte difficile avec des personnes manifestement échauffées, la discussion n'a pas été simple. Pour rappel, la gendarmerie était sur les lieux. La musique a finalement été arrêtée à 4h16 avec le calme est revenu. Nous ne minimisons pas donc absolument les nuisances subies par les riverains. Elles sont regrettables et le manquement constaté seront naturellement pris en considération lors de toute éventuelle demande future. En revanche, vous affirmez que plusieurs associations châtillonnaises se seraient vues refuser l'accès au vieux château. Je vous demande donc de préciser publiquement de quelle association il s'agit, à quelle date elles auraient présenté une demande, pour quel événement et pour quel motif elles auraient essuyé un refus. Une affirmation générale, sans aucun nom, aucune date et aucun dossier précis, ne peut être considérée comme un fait établi. La réalité est que le vieux château accueille régulièrement des manifestations associatives, culturelles et populaires. Je peux notamment en citer. Donc les médiévales avec leurs spectacles et leurs animations en soirée, alors Éco-Solidaire est organisé en contrebas du site, ainsi que les spectacles Son et Lumière du Vieux Château et plusieurs événements en journée. Ces exemples démontrent que le site est bien accessible aux manifestations lorsque les conditions techniques, patrimoniales et de sécurité sont réunies. Lorsqu'un événement est correctement préparé et que les règles sont respectées, tout se déroule normalement. Lorsqu'un organisateur ne respecte pas ses engagements, des difficultés apparaissent, mais le comportement fautif éventuel d'un locataire ne permet pas d'affirmer que la commune et ses agents n'auraient pas accompli son travail. La commune met d'ailleurs gratuitement à disposition à de très nombreuses associations ses salles, ses équipements sportifs et ses espaces publics, et malheureusement, il y a aussi parfois des dysfonctionnements. Il est donc légitime d'interroger la commune sur un incident. Il l'est beaucoup moins d'utiliser cet incident pour laisser entendre, sans preuve, qu'il existerait un traitement de faveur ou une exclusion des associations. La commune assume ses responsabilités, elle reconnaît le dysfonctionnement intervenu cette nuit-là, elle en tirera les conséquences nécessaires, mais elle ne laissera pas prospérer des insinuations qui ne reposent sur aucun élément précis. Voilà la différence entre une gestion sérieuse et une polémique construite après coup. Merci Madame Biajou, effectivement. Alors je vous précise que le privé a payé une somme très importante. Il a tiré l'eau avec surpresseur pour lui, parce que je vous rappelle qu'en haut il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilette. Donc effectivement, il y a beaucoup d'associations qui ne montent pas parce qu'il faut tout mettre. Et ce ne sera pas la commune qui va installer, tirer des câbles électriques, donc ce privé a débordé. Ça, je m'en suis occupé dans la nuit, je n'ai pas vu grand monde autre cette nuit-là d'ailleurs, à part des gens qui râlaient le lendemain.
mais pas courageux pour être à l'extérieur. Voilà. C'est pas facile quand vous avez des gens qui sont éméchés, tout simplement, d'aller leur expliquer qu'il faut éteindre. Parce que vous avez les gendarmes, et les gendarmes ils se mettent bien à l'arrière de vous, c'est vous qui êtes devant. Et le pain ou le geste mal placé, c'est moi qui le prends. Donc il faut déplacer ce genre d'assignation. Alors d'ailleurs, on va régler le problème immédiatement. Je sais que la semaine prochaine, le 18, il y a le comité des fêtes qui fait un bal. Ben, malheureusement, le bal il va suivre les conséquences. C'est-à-dire que le bal, à minuit, il s'arrête. Parce que c'est sous les halles et qu'il va faire chaud et que les gens vont râler pareil. Donc ça va être comme ça. Effectivement, on va mettre des règles beaucoup plus strictes. Ça se terminera maintenant comme les bars et restaurants. Toute soirée à Châtillon, à l'intérieur de la ville, s'arrêtera aux mêmes horaires. Comme ça, voilà. Mais par contre, on a de la chance d'avoir une ville très dynamique, ouverte, attirante, avec beaucoup d'animation. Voilà. Il y a des fonctionnements, ça arrive. Et vous le savez tous, car vous avez la chance de, sans du doute, participer à des événements, des mariages et autres fêtes. Et souvent, vous voyez très bien comment ça se passe, ça part très bien, et puis la soirée ou la journée s'en allant, il y a quelquefois des gens un peu fatigués, je vais le dire comme cela. Nous allons maintenant passer à la question de M. Gadel. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons du bruit. Voilà, merci. Dur. Merci. Du bruit dur. Simplement, pour répondre, merci d'abord de vos réponses, de vos éclaircissements. Je pense que c'est tout l'objet d'une question orale. En tout cas, celle qui concerne ma question. C'est un sujet qui a interrogé les Châtillonnais. Il me semblait légitime de vous la poser. La position défensive que vous avez montre quand même une certaine fébrilité. J'entends vos réponses. Vous m'avez répondu sur le fait que certaines associations se sont vues refuser l'accès parce qu'ils n'avaient pas l'accès à l'eau. Non, c'est pas refusé, vous n'avez pas compris. En tout cas, c'est eux qui n'ont pas accepté. J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit dans le courrier. Vous n'avez pas écouté. Si, j'ai écouté et je comprends ce que vous nous avez dit. Voilà. Cette question orale, elle avait pour vocation de vous entendre sur ce sujet. C'est chose faite. Les questions orales, elles sont là pour ça, je pense. Bien, nous allons passer à la question de Mme Aurélie Brunel. Dans la question, encore une fois, c'est 4 questions. Je vais poser la question et ensuite... Monsieur le maire. Non, mais vous n'avez pas à dire monsieur... Non, monsieur le Pescarmena. Vous n'êtes pas... C'est pas vous le maire. Je suis désolé, vous êtes tout simple conseiller municipal. Donc je vais d'abord poser la question et ensuite Mme Brunel vous parlera. Donc c'est la question de Mme Brunel. Question orale sur la vente de l'ancien musée à la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot. Monsieur le maire, nous avons bien pris note, lors du dernier conseil municipal du 1er juin 2026, que les inquiétudes portées par des habitants concernant la façon dont les jeunes filles étaient éduquées ne vous inquiétaient pas. Nous le regrettons, mais puisqu'il semble que seul l'aspect financier vous apparaît comme notable, nous souhaitons savoir si vous êtes bien assuré de la solvabilité de ces potentiels acheteurs. Ils sont plusieurs, tiens. En effet, nous avons pu voir 2 appels aux dons de cette organisation. J'espère que vous avez donné. En quelques jours, et cela juste quelques semaines avant la fin du bail, soit 40 000 € pour finir l'année scolaire et 400 000 € pour acheter le bâtiment. Avez-vous procédé à des vérifications complémentaires quant à la solvabilité de la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot? Si oui, quels en sont les résultats? Sinon, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Dans l'entente de votre réponse et de la fourniture de tous les éléments probants de réponse à nos questions, je vous prie, monsieur le maire. Ça sera Annie Robin qui va répondre à cette question. Madame Brunel, je vais répondre assez précisément à votre question, mais je dois auparavant rectifier les nombreuses confusions qu'elle contient. Premièrement, monsieur le maire n'a jamais déclaré que l'éducation des jeunes filles ne l'intéressait pas ou ne l'inquiétait pas. Il a rappelé une règle élémentaire: le contrôle pédagogique d'un établissement privé hors contrat relève des autorités compétentes de l'État en matière d'éducation. Le maire n'est ni inspecteur de l'éducation nationale, ni recteur, ni préfet, ni juge. Rappeler le droit et les compétences de chacun ne signifie pas se désintéresser d'un sujet.
Cela signifie simplement administrer une commune sérieusement sans se substituer au service de l'État. Deuxièmement, vous affirmez que seul l'aspect financier nous intéresserait. C'est faux. La commune prend en considération les éléments juridiques, contractuels, immobiliers, financiers et l'intérêt communal. Mais puisque votre question porte aujourd'hui sur les finances, je vais vous répondre sur les finances. Vous déduisez qu'avec 2 appels aux dons, l'association serait insolvable. C'est une conclusion que vous ne pouvez absolument pas tirer des seuls éléments que vous présentez. Vous confondez un besoin de financement courant de 40 000 € avec le financement d'un investissement immobilier de 400 000 €. Ce ne sont ni les mêmes dépenses, ni les mêmes budgets, ni les mêmes modalités de financement. Un appel aux dons dont n'est pas un bilan comptable, ce n'est pas un refus de prêt, ce n'est pas une cessation des paiements, ce n'est pas davantage une preuve d'insolvabilité. Je ne dis pas que cet appel aux dons doit être ignoré. Il justifie naturellement une vigilance, mais il ne vous autorise pas à transformer une interrogation en conclusion définitive, sans disposer d'aucun document comptable ou bancaire permettant de l'établir. Troisièmement, vous vous trompez sur le rôle de la commune. La commune n'est pas une banque et n'a pas à établir un audit général de solvabilité de l'association. Son obligation est de sécuriser l'opération immobilière et de défendre les intérêts de la collectivité. La capacité de l'acquéreur à respecter ses engagements devra donc être établie dans le cadre exact du contrat et de l'acte de cession. C'est le rôle du notaire. La commune ne consentira aucun avantage financier supplémentaire, n'avancera pas les fonds nécessaires à l'acquéreur et ne prendra aucun risque financier à sa place. Les justificatifs nécessaires au financement et à la réalisation de l'acte seront exigés conformément aux stipulations contractuelles. Si l'acquéreur ne respecte pas ses obligations, les conséquences prévues par le contrat et par le droit seront appliquées. Quatrièmement, vous demandez la transmission de tous les documents probants. Je vous rappelle que les conseillers municipaux ont accès aux informations nécessaires aux affaires soumises à délibération. Ce droit est naturellement respecté. Je suis certaine que vous avez eu connaissance de tous ces éléments, notamment le bail et d'autres documents. En revanche, il ne constitue pas un droit général à exiger tous les documents privés, bancaires ou internes d'une association, sans distinction et sans fondement juridique. Enfin, lorsque l'on souhaite mettre en cause la rigueur de la commune, le minimum est de maîtriser son propre dossier. L'association concernée est la maison d'éducation Pauline Jaricot. Il est question d'une seule personne morale et non de plusieurs acheteurs, comme vous l'écrivez. Madame Brunel, en quelques lignes, vous réussissez à confondre 5 notions différentes: la compétence de l'État, la responsabilité de la commune, les dépenses de fonctionnement, le financement d'un investissement et l'insolvabilité. Vous avez parfaitement le droit de poser une question, mais lorsqu'on prétend donner des leçons de gestion, il faut commencer par utiliser les bons termes, le bon nom et les éléments qui ont une véritable valeur comptable ou juridique. En résumé, votre question pourrait être légitime, votre démonstration ne l'est pas. Vous confondez le contrôle pédagogique avec les compétences municipales, un besoin de trésorerie avec une insolvabilité, une campagne de financement avec un bilan comptable et la sécurisation d'une vente avec un audit bancaire. La commune vérifiera et sécurisera l'exécution des engagements contractuels, mais elle ne validera pas les accusations qui ne reposent aujourd'hui sur aucune preuve financière sérieuse. Merci. Merci Madame Robin. Madame Brunel. Merci pour ce cours magistral. Juste un petit point de rappel au règlement intérieur. L'article 7 dit que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance les questions orales ayant trait aux affaires courantes de la commune. Nous souhaitions le faire ce soir, vous l'avez fait à notre place. C'est notre droit de le faire en direct. Vous n'avez pas souhaité nous donner la parole, mais nous avons noté. Par ailleurs, juste au-delà de ça, sur le fond, parce que là vous nous faites tout un tas de procès d'intention,
et vous utilisez ces procès d'intention pour ne pas répondre sur le fond. Je trouve ça quand même assez dommage. Lors du dernier conseil municipal, et je pense même auparavant, Monsieur le maire a été très clair, hein, il se positionne en tant que bailleur pour la commune. Donc on a bien noté, vous êtes bailleur, c'est en ce sens où on avait donc noté que c'était pas sur les notions de valeur ou de l'éducation que vous positionnez, mais bien sur les valeurs. Donc c'est en ce sens que notre question a été rédigée de manière factuelle par rapport aux propos qui ont été tenus lors du dernier conseil municipal. Ensuite, vous dites on indique dans notre question que les personnes qui souhaitent acheter ou donc en tout cas l'association, ou je ne sais plus très bien qui achète dans notre cas, que je dirais dans ma question qu'ils ne sont pas insolvables. Donc là encore, vous êtes imprécise, puisque je vous pose la question de est-ce que vous, en tant qu'élu, et c'est une question légitime, étant donné les appels aux dons qui ont été faits, est-ce que vous êtes posé cette question-là ? Je n'ai pas dit qu'il ne l'était pas, je n'ai pas besoin d'accéder à des documents privés, ce n'est pas le fond de notre demande. Donc encore une fois, vous répondez à côté pour ne pas répondre sur le fond. Je trouve ça extrêmement dommage pour le débat, puisqu'on est ici pour débattre, pour discuter, et oui, pour poser des questions. Et oui, nous continuerons à poser des questions, c'est pas pour autant qu'il faut que vous vous sentiez agressé systématiquement, mais oui, nous continuerons à poser des questions quand elles sont légitimes et que ça peut aider les Châtillonnais à se positionner sur les sujets. Merci. Bien, en tous les cas, c'est nos réponses. Nous allons donc, effectivement, vous avez rappeler effectivement l'article 7. Bien, finalement, je vais me rattraper et je vais laisser lire la question de M. Carmona, où il y a encore une défaut d'orthographe, mais c'est pas très grave, où il y a 7 questions. Donc, M. Pescarmona, je vais laisser lire vos 4 questions. Monsieur le maire, je vous en remercie. Donc, monsieur le maire, vous avez conclu un bail dérogatoire signé par vos soins en date du 30 mai 2024 entre la ville de Châtillon-sur-Chalaronne et la maison d'éducation, blablabla, pour la mise à disposition d'un bâtiment de l'ancien musée, au 24 impasse des Remparts 01400 Châtillon-sur-Chalaronne. La lecture du bail nous amène à nous poser des questions sur certains des articles. Donc là, il n'y a pas de polémique, c'est factuel. Car il ressort que même si ce bail, a priori, n'a rien d'illégal, il est totalement irresponsable au niveau de la protection de la commune. En effet, tout semble fait pour permettre à la maison d'éducation de transformer ce bail dérogatoire en bail commercial 369 si cette maison d'éducation était dans l'incapacité financière d'acheter à la fin du bail signé, soit dans la volonté de rester locataire. Donc, au final, par rapport au contenu du bail, avez-vous écrit au preneur pour lui signifier officiellement la date de fin du bail au 31/8/2026. Sinon, si vous ne l'avez pas fait, en lien avec l'article 23 du bail, vous permettez volontairement la transformation du bail dérogatoire en bail commercial 369. Si oui, à quelle date l'avez-vous fait? Toujours dans la même veine, avez-vous réalisé un pré-état des lieux contradictoire en vue de la sortie du bâtiment? Oui ou non? Donc c'est des questions fermées, il n'y a pas de polémique. Troisième point, pour l'autorisation des travaux qui a été accordée récemment lors de la commission d'urbanisme, le 30 avril dernier, création de classes supplémentaires en R+1 plus aménagement d'un bureau dans la salle des professeurs, amène un changement de distribution. Avez-vous exigé et validé ces travaux avec un architecte ou un bureau d'études techniques, comme le prévoit le contenu du bail? L'avez-vous fait ou ne l'avez-vous pas fait? Et enfin, dernièrement, puisque vous avez parlé du SDIS, je vous ai écrit il n'y a pas très longtemps, cette nouvelle distribution nécessitera-t-elle à nouveau le passage de la commission de sécurité du SDIS 01? J'attends toujours votre réponse. Voilà. Merci, nous écoutons avec attention vos réponses. Monsieur Pescarmona, je comprends qu'il y a encore plein de choses que vous ne maîtrisez pas, mais je vais laisser la parole à Monsieur Perrault qui va vous répondre de manière très factuelle et très précise. Monsieur Pescarmona. Monsieur Perrault. Je vais vous répondre très précisément, car votre courrier ne se limite pas à poser des questions, il formule également des accusations graves, de la suspicion comme d'habitude, contre la commune, tout en reposant sur plusieurs confusions juridiques. Sur la nature et la date d'échéance du bail. Le contrat conclu avec la maison d'éducation Pauline-Marie Géricault est un bail dérogatoire, établi sur le fondement de l'article L. 145.5 du Code de commerce.
Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que vous semblez soutenir, d'un bail commercial dit 369. Ces deux régimes juridiques sont complètement distincts. Le bail commercial classique est conclu pour une durée minimale de 9 ans et comporte, sous certaines conditions, des échéances triennales. Le bail dérogatoire, quant à lui, est conclu pour une durée déterminée, expressément fixée par le contrat, la durée totale du bail ou des baux successifs ne pouvant dépasser 3 ans. Votre référence au régime du 369 démontre donc que vous transposez au contrat concerné des règles qui ne lui sont pas applicables. Le bail signé le 30 mai 2024 mentionne très clairement une échéance au 31 août 2026. À cette date, il aura duré 2 ans et 4 mois, soit une durée, pour l'instant, inférieure au plafond légal de 3 ans. La date de fin du contrat n'est ni cachée, ni incertaine, ni laissée à l'interprétation de qui que ce soit. Elle est écrite noir sur blanc dans le bail signé par les deux parties. Vous demandez si la commune a écrit au preneur pour lui signifier cette échéance. Votre formulation entretient là encore, comme d'habitude, une confusion avec les règles du congé applicables au bail commercial classique. Dans le cas présent, le 31 août 2026 n'est pas une date nouvellement décidée par la commune, c'est l'échéance contractuelle acceptée et signée par le locataire. Le 30 juin 2026. La commune a d'ailleurs rencontré M. Madi, représentant la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot. Il lui a été rappelé sans aucune ambiguïté que le bail arrivait à son terme le 31 août 2026. Cette échéance a été parfaitement comprise, mais il l'avait comprise depuis longtemps. Au demeurant, compte tenu du tapage politique particulièrement insistant organisé autour de ce dossier, parfois au moyen de formulations stigmatisantes et très orientées, organisées par vous, l'opposition, il serait à la fois artificiel, peu crédible et dommageable au sérieux du débat de prétendre aujourd'hui que le locataire pourrait ne pas connaître la date de fin du bail qu'il a lui-même signé. Sur la prétendue transformation automatique en bail commercial, vous affirmez que tout semble fait pour permettre la transformation du bail dérogatoire en bail commercial classique. Cette affirmation est complètement infondée. Un bail dérogatoire ne devient pas un bail commercial 369 simplement parce qu'un conseiller municipal l'affirme ou interprète isolément une clause du contrat. L'article L145.5 du Code de commerce prévoit qu'un bail soumis au statut des baux commerciaux peut notamment se former si, à l'expiration du bail dérogatoire, le preneur reste dans les locaux et est laissé en possession ou en cas de renouvellement express ou de conclusion d'un nouveau bail ne respectant plus les conditions de la dérogation. La commune connaît parfaitement ces dispositions, elle ne laissera donc pas le locataire se maintenir dans les lieux sans titre juridique et sans décision formelle. Toute éventuelle prolongation ne pourrait intervenir que par un acte écrit, expressément encadré, respectant la durée totale maximale de 3 ans et juridiquement sécurisé. Elle ne pourrait en aucun cas résulter d'une simple tolérance ou d'un maintien tacite dans les locaux. Votre lecture de l'article 23 ne permet donc nullement de démontrer qu'un bail commercial serait déjà constitué, ni que la commune aurait organisé une quelconque transformation irrégulière. Toujours la suspicion. Sur la négociation immobilière, la commune est actuellement en phase de négociation avec son locataire concernant une éventuelle acquisition du bien immobilier. Comme dans toute négociation immobilière, les échanges doivent être conduits avec sérieux, confidentialité et dans le respect des intérêts patrimoniaux de la collectivité. Tant que les discussions ne sont pas définitivement conclues et juridiquement sécurisées,
La commune n'a pas à commenter publiquement chaque échange, chaque projet de document ou chaque étape intermédiaire. Le droit à l'information des conseillers sera évidemment respecté lorsque le conseil municipal sera appelé à examiner et à délibérer sur une décision relevant de sa compétence. Ce droit ne constitue toutefois pas un pouvoir général d'ingérence dans une négociation immobilière en cours. Sur le prétendu pré-état des lieux. Concernant votre demande de pré-état des lieux contradictoire, vous créez une obligation juridique qui n'existe pas. L'article L145.5 du Code de commerce, toujours lui, prévoit un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. Il ne prévoit aucun pré-état des lieux obligatoire. Un rendez-vous préparatoire peut naturellement être organisé par mesure de bonne gestion afin d'anticiper les éventuelles remises en état. Il ne s'agit toutefois ni d'une formalité légale obligatoire, ni d'une condition de validité de la fin du bail. Il convient donc de ne pas transformer une pratique facultative de gestion et une obligation juridique imaginaire. Sur les travaux autorisés le 30 avril 2026, concernant les travaux ayant fait l'objet de l'autorisation référencée, je vous passe les AT, etc., il convient également de distinguer clairement les différentes responsabilités. Une autorisation administrative n'est ni une certification technique générale des travaux, ni une garantie donnée par la commune sur leur exécution matérielle. Le bénéficiaire de l'autorisation, le maître d'ouvrage, les professionnels chargés de la conception, les bureaux d'études et les entreprises demeurent responsables, chacun dans le cadre de leur mission, de la conformité et de la bonne exécution des travaux. La création ou la modification d'un établissement recevant du public doit respecter les règles applicables en matière d'urbanisme, d'accessibilité, d'évacuation et de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. La commune veillera donc, et elle le fait déjà depuis longtemps, au respect des prescriptions résultant de l'autorisation et des réglementations applicables, sans pour autant se substituer aux responsabilités techniques des professionnels intervenant sur le chantier. Sur la commission de sécurité, alors enfin, contrairement à ce que votre rédaction laisse entendre, ce n'est pas le SDIS qui décide seul de l'utilisation ou de l'ouverture d'un établissement recevant du public. Le SDIS apporte son expertise dans le cadre des dispositifs réglementaires, mais l'examen intervient au sein de la commission de sécurité compétente. La nécessité d'une visite dépend donc notamment de la nature et de l'importance des travaux, de leur incidence sur les conditions de sécurité, de la catégorie d'établissement, de ses effectifs et de la présence éventuelle de locaux d'hébergement. Lorsque les textes l'exigent, une autorisation d'ouverture ou de réouverture devra naturellement être obtenue avant l'utilisation des espaces concernés. Aucune partie modifiée du bâtiment ne pourra donc être utilisée en méconnaissance des prescriptions, avis ou autorisations obligatoires. En conclusion, vous qualifiez le bail de totalement irresponsable et affirmez que tout semble fait pour permettre sa transformation en bail commercial classique. Ces expressions ne relèvent plus d'une simple demande d'information. Elles constituent, comme toujours, des accusations que vous démontrez par aucun élément juridique ou factuel. La réalité est pourtant simple. Le contrat est un bail dérogatoire et non un bail 369. Sa date d'échéance est expressément fixée au 31 août 2026. Le locataire connaît parfaitement cette date. Aucune transformation automatique en bail commercial n'est organisée. Aucun pré-état des lieux n'est légalement imposé. Les travaux restent soumis aux réglementations et contrôles applicables. La commune protège ses intérêts patrimoniaux et conduit ses négociations dans un cadre juridiquement sécurisé. Le contrôle démocratique autorise naturellement l'opposition à poser toutes les questions utiles. Il ne l'autorise pas à présenter des suppositions, des suspicions comme des faits établis, ni à qualifier d'irresponsable un contrat dont elle maîtrise manifestement mal le régime juridique.
Avant de mettre publiquement en cause la responsabilité de la commune et des services, encore faut-il connaître précisément la différence entre un bail dérogatoire et un bail commercial classique. Voilà les faits. La commune continuera donc à appliquer le contrat, à protéger son patrimoine et à respecter strictement la réglementation. Merci. S'il vous plaît, je voudrais répondre. Répondre à une question, une réponse à votre courrier, monsieur. Oui, mais je voudrais apporter des questions complémentaires à monsieur Perrault. Donc, si, monsieur le maire, à l'issue, alors je vais vous rappeler la loi. Je vais vous rappeler la loi une fois de plus, monsieur le maire. Les questions orales ouvrent le débat derrière. Vous n'avez pas le droit d'interdire un débat suite à une question orale. C'est vous qui l'a posé la question. Oui, mais on va rebondir parce que vous avez affirmé des choses qui sont fausses. Je vous ai posé une question. Avez-vous écrit au locataire, oui ou non? Vous les avez rencontrés, mais vous n'avez pas écrit. Ensuite, je vais vous citer l'article. Je vais vous citer l'article, s'il vous plaît, si vous me laissez parler. L'article 20.2, la réalisation d'un pré-état des lieux. 4 mois avant la date d'expiration. C'est l'article 20.2. L'avez-vous fait, oui ou non? Il n'y avait que 2 questions comme ça. Là aussi, à nouveau, nos questions vous dérangent. Donc, nous sommes contents de voir que ces questions vous permettent d'évoluer dans la structuration des réponses, parce que vous travaillez, c'est parfait. Donc là, on nourrit l'échange et ça permet de mieux échanger là-dessus. Mais s'il vous plaît, répondez à la question de base. Avez-vous écrit au locataire? Avez-vous réalisé, avant la fin d'expiration du bail, ce pré-état de sortie? Ça n'existe pas dans les textes, monsieur, un pré-état. Mais ça n'existe pas, vous n'avez pas compris. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Merci. Nos concitoyens jugeront. Les jugeront. Je pense qu'ils vont bien juger. Bien, nous allons passer à une question d'information diverses et variées. Vous avez, suite au vote pour le Sénat, beaucoup de communes dans le département ont fait la même chose que nous, c'est-à-dire qu'on nous avait demandé dans les textes de mettre des titulaires et des suppléants, vous vous en souvenez, et donc la préfecture a reconnu effectivement qu'il y avait un problème de compréhension des textes, puisqu'il fallait prendre les titulaires et ensuite les suppléants dans la suite des titulaires. Donc c'est passé au tribunal administratif. Alors on n'a rien eu à faire, hein, puisque c'est la préfecture qui a géré tout ça, puisque c'est elle qui est un petit peu en défaut. Nous on avait appliqué les textes avec dépôt de liste, etc., etc. Ça ne change rien, il faut le savoir. La préfecture le fera sûrement mieux la prochaine fois, mais d'ici là, nous avons le temps. Vous avez reçu tous dans vos boîtes aux lettres des courriers qui ont été apportés en mairie de Châtillon concernant un collectif citoyen non à la maison d'éducation Pauline Marie-Jaricot. Ce courrier, vous l'avez lu, donc je ne vais pas le lire du tout. Vous l'avez. Une réponse courrier officielle va vous être transmise dans la minute qui vient, de façon écrite par M. Cavalière. Alors, bien sûr, ils recevront par mail la réponse, mais recevront aussi l'ensemble des personnes qui sont citées. D'ailleurs, on est très étonnés puisqu'ils ont omis le sénateur et le député de la circonscription. Et ils ont pensé à une sénatrice de Paris. Je pense que c'est un petit peu orienté, c'est clairement orienté. Et en plus, ils se sont trompés. Ils ne savent pas que Condessières fait partie de la petite commune. Ils l'ont mis en extérieur. Pour un collectif citoyen châtillonnais, ils ne sont pas bons. Hein, quand même. Bon, puis on parle que de 111 personnes châtillonnais. Donc en termes de pourcentage, c'est très... Je vais arrêter les commentaires parce qu'en fait, vous avez des informations qui ont été rédigées de manière très factuelle par les services sur ce sujet-là, qui seront transmis bien entendu à notre sénateur et à notre député en complément, qu'ils aient bien l'information de ce qui se fait à Châtillon. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Nous allons passer aux informations du conseil municipal. Je vais peut-être passer par M. Martinon. Bonsoir à tous. Alors, petite information, il y a un commerçant de bio du marché du mercredi qui a reçu un avertissement pour injure envers la commune. J'étais présent pour lui, c'est dommage. Pas des pompiers et feux d'artifice le lundi 13 juillet.
Et le 27 et 28, nous aurons le festival Cuivron d'Ombre sous les Halles. Et par la commune, en direction des gens du collectif et des gens qui ont manifesté et détérioré du mobilier urbain, avec des noms, puisque les gens ont été clairement identifiés, donc notamment des gens de Villefranche, qui ont été clairement identifiés et photographiés. Donc des plaintes en gendarmerie ont été déposées, ça suit son cours, et je pense que je vais poser une plainte à titre personnel et pour M. Gilles Martinon pour diffamation et insulte envers un élu. Je pense que là ça va être un petit peu différent, mais on ne va plus plaisanter du tout. Donc ça va aller dans les tribunaux, et bien sûr la commune se porte partie civile pour M. Martinon et ouvrira les frais d'avocat, etc. si besoin est. Je redonne la parole à Annie Robin. Non, Cuivron d'Ombre a été évoqué.